18h, bonsoir à tous, bienvenue sur Al 24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Nouvelle attaque de l'occupation sioniste ce mardi en Palestine. Des frappes aériennes ont été menées sur la bande de Gaza. La Russie qui rappelle sa position ferme en faveur des droits du peuple palestinien. L'Algérie, de son côté, appelle la communauté internationale à agir urgemment afin d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens. Relation Algérie-Russie, justement, il en sera question dans cette édition. Focus sur la coopération énergétique. Dossier Sahara occidental, la commission sahraoui contre l'occupation au Sahara occidental, ISACOM, condamne fermement toute forme d'agression contre de nombreuses militantes sahraouis dans la ville occupée de Boujdour. Et au Pakistan, le nouveau Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a nommé ce mardi un gouvernement conforme aux attentes, distribuant les gros portefeuilles entre les deux principaux partis membres de la coalition, à savoir la Ligue musulmane du Pakistan et le Parti du peuple pakistanais. Nous entamons cette édition par le Proche-Orient. Situation toujours tendue en Palestine, l'occupation sioniste ayant mené tôt ce matin des frappes aériennes sur la bande de Gaza en représailles à une roquette tirée à partir de cette enclave vers les territoires occupés. Sohila Akilal. De fortes déflagrations et des lumières dans le ciel venues perturber le sommeil des Gazaouis aux premières heures de l'aube ce mardi. Ce sont des frappes aériennes menées par l'aviation sioniste dans la bande de Gaza, peu après un tir de roquettes non revendiqué, parti de cette enclave palestinienne vers des positions de l'occupation sioniste. Selon des sources sécuritaires sur place, aucun blessé n'est à déplorer. Le Hamas, lui, a affirmé avoir utilisé sa défense antiaérienne pour tenter de contrer ces frappes. Ces premières frappes aériennes depuis des mois sur la bande de Gaza témoignent du regain des tensions en Palestine après des jours de violence en Cisjordanie occupée et un week-end marqué par l'agression barbare de civils palestiniens par les forces sionistes dans l'enceinte même de la mosquée Al-Aqsa, ayant fait au moins 152 blessés parmi les civils palestiniens et pas moins de 400 arrestations. Suite à cette escalade de violence sioniste, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis ce mardi pour des consultations à huis clos sur le développement récent à Al-Quds occupé, à la demande de la France, de l'Irlande, de la Chine, de la Norvège et des Émirats arabes unis. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a exprimé les inquiétudes d'Antonio Guterres sur la situation à Al-Quds occupée, appelant au calme et à cesser les provocations sur la Sainte Esplanade. L'année dernière, à la même période, des accrochages à Al-Quds occupé avaient conduit le Hamas à lancer des salves de roquettes depuis Gaza vers les territoires occupés, donnant lieu à une guerre meurtrière de 11 jours. Et le président palestinien Mahmoud Abbas a discuté avec son homologue russe Vladimir Poutine des derniers développements sur les scènes palestiniennes et internationales, ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. Poutine, lors de cet appel, a rappelé la position ferme de son pays en faveur des droits du peuple palestinien, tout en exprimant son rejet des pratiques sionistes qui empêchent les fidèles d'accéder librement à la mosquée d'Al-Aqsa. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle la communauté internationale à agir urgemment afin d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens et à leur lieu sain conformément au droit international. Les attaques commises par les forces d'occupation sionistes contre la sacralité de la mosquée Al-Aqsa et la violence qu'elles exercent sur les fidèles sans défense rappellent une nouvelle fois les violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a écrit Abdelmadjid Tebboune dans une lettre adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres.
Et Abdelmajid Tebboune qui a reçu mardi l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Al-Boussaïri. À cette occasion, le serviteur des lieux saints a affirmé au président de la République l'attachement du Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, à sa position constante à l'égard de la cause palestinienne pour l'établissement de l'État de Palestine sur les frontières de 1967 avec Al-Quds Est comme capitale, et ce conformément à la légalité internationale. Et Abdelmajid Tebboune qui a installé ce mardi les membres du Haut Conseil de l'énergie, une instance chargée de définir les orientations en matière de politique énergétique nationale, de sécurité énergétique du pays et de régulation du marché énergétique national, indique un communiqué de la présidence. Libye, le duel Est-Ouest plonge le pays de plus en plus dans l'incertitude, notamment après la suspension ces dernières 48 heures de la production pétrolière à l'Est libyen. L'Ouest, pour sa part, à la recherche d'une issue politique, en appelle à la bienveillance de l'Algérie voisine. Souad Ben Bartouche. Bienveillance en tant que pays voisin et frère, mais aussi de par son alignement immuable sur une solution politique interlibyenne sous l'égide des Nations Unies. Une politique adoptée par Alger vis-à-vis du dossier, accompagnée ces dernières années par d'importants efforts diplomatiques pour la paix et la stabilité en Libye. La solution doit venir des Libyens eux-mêmes. Une solution à travers les urnes précédée par la remise en ordre politico-institutionnel dans le pays. Le sens même du gouvernement de Beïba, en visite officielle hier à Alger, accompagnée par une importante délégation. La visite est intervenue au moment où le comité constitutionnel libyen, réuni au Caire sous la houlette des Nations Unies, décide de reprendre ses travaux après le mois de Ramadan. Beïba a remis au président algérien Abdelmajid Tebboune le cadre général et les procédures de son plan d'organisation des élections et souligne le besoin d'un soutien régional et international pour sa mise en œuvre. Cette visite intervient aussi alors que la Libye s'enlise dans une impasse engendrée non seulement par le corps à deux têtes, incarné par les gouvernements de l'Est et de l'Ouest, mais aussi par l'absence d'un accord entre le Parlement de Tobrouk et le Conseil suprême d'État à Tripoli pour une solution commune de sortie de crise, notamment par les urnes. Vient se greffer ces dernières 48 heures la fermeture par les partisans du gouvernement Bachara des champs pétrolifères et des ports, histoire de mettre à mal la mission du gouvernement de Beïba appelé à céder le pouvoir. Le dossier libyen, entre les intérêts des dirigeants locaux et ceux des acteurs extérieurs, est au cœur d'une réunion de consultation au Conseil de sécurité ce mardi, en attendant la session officielle du 30 avril, avec le vote de prolongation de la MINUL, la mission des Nations Unies en Libye. Diplomatie toujours au lendemain d'un échange téléphonique entre le président algérien Abdelmajid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine. La coopération demeure très solide entre l'Algérie et la Russie. Le renforcement et le développement des relations bilatérales restent un objectif à atteindre pour Alger et Moscou. Mohamed Wali Ben Chaben. Les relations bilatérales entre Moscou et Alger sont qualifiées d'historiques et d'alliances stratégiques par les observateurs. Sur le plan politique, le dialogue est actif tout autant que sur les autres plans commerciaux, économiques, où les échanges se renforcent de jour en jour. L'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique. Après l'Égypte, le chiffre d'affaires commercial en 2021 a été d'environ 3 milliards de dollars, 15% de moins qu'avant la pandémie. Mais plus de 90% des échanges sont des exportations russes vers l'Algérie. Concernant le partenariat militaire, la coopération demeure très solide et étroite entre les deux pays. L'excellence des relations bilatérales algéro-russes fait de l'Algérie un partenaire privilégié et naturel pour la Russie. Alger et Moscou, deux producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole, collaborent grandement dans le domaine des hydrocarbures à travers leur concertation au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et lors des réunions OPEP et non OPEP. Sur le marché des céréales mondiales, la Russie est devenue principale concurrente de la France en Algérie, après que cette dernière a fixé depuis novembre dernier plusieurs conditions strictes d'importation de blé. Ce changement de stratégie économique permet à l'Algérie de rechercher un marché plus compétitif.
Et pour parler de la coopération algéro-russe, nous rejoint en direct via visioconférence Monsieur Younes Bouassida Reda, maître de conférence en sciences économiques à l'université de Skikda. Bonsoir Monsieur Bouassida. Oui, bonsoir. Alors, nous allons d'abord parler énergie. La coopération entre l'Algérie et la Russie dans ce domaine est très importante aujourd'hui. Ce secteur demeure très sensible. Est-ce qu'on peut dire que ces deux pays producteurs de pétrole peuvent contribuer à la stabilité du marché pétrolier? Oui, bien, effectivement, les deux pays sont, comme on le sait tous, sont de grands exportateurs de pétrole et notamment de gaz. Et par rapport au conflit que nous assistons aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien, vous savez que l'Europe a fait face à un véritable problème d'approvisionnement de gaz. Ça veut dire quoi? Dans la mesure où l'Algérie, le troisième fournisseur de l'Europe en gaz, juste derrière la Russie et la Norvège, donc la coopération énergétique entre la Russie et l'Algérie, que ce soit économique, politique ou autre, est très importante justement pour garder la stabilité d'approvisionnement des pays importateurs de matières premières en gaz et en pétrole. Très bien. Alors, Monsieur Bouassida, sur un autre volet à présent, la Russie a récemment détrôné la France pour l'approvisionnement de l'Algérie en céréales. Est-ce que la Russie pourrait satisfaire la demande du marché algérien à moyen terme, à la lumière de la conjoncture actuelle? Alors, c'est vrai que comme votre reportage vient de le souligner, la Russie a détrôné récemment et précisément en 2021, elle a détrôné l'Union européenne, l'Allemagne et la France, l'approvisionnement du blé et d'autres céréales en faveur de l'Algérie. Donc, l'Algérie a importé pour cette année-là, c'est-à-dire l'année 2021, 800 000 de tonnes en blé pour la première fois depuis 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un retournement de situation ou un nouvel ordre mondial économique qui est en train de s'installer par rapport à la Russie qui est en train de s'installer au Maghreb et en Afrique par rapport à ses exportations, notamment le blé, comme on vient de le souligner. Et il faut souligner aussi que la Russie a adopté une stratégie agressive par rapport à ses exportations de blé en faveur du Maghreb, l'Afrique et l'Algérie, notamment en améliorant la qualité de la graine, ce qui fait que l'Algérie s'est détournée vers la Russie pour avoir une meilleure qualité de ses importations en blé. Et je pense qu'à moyen et à long terme, la Russie va devenir un grand partenaire commercial de l'Algérie, notamment les échanges économiques et même les coopérations énergétiques. Comme on le sait, que l'Algérie a fait appel à la Russie en 2014 pour la construction de sa première centrale nucléaire civile pour la production de l'énergie, mais aussi pour le dessalement de l'eau de mer. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que au début, c'était le projet, on allait le faire avec la France, mais puisque la France, elle a été réticente pour le transfert de savoir-faire et de technologie en ce qui concerne ce projet. Donc, la Russie a finalement accepté pour nous fournir une usine technologie en main et l'Algérie est très bénéficiaire de ce projet pour justement faire promouvoir les énergies renouvelables et une transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Younes Bouassida Reda, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. La crise diplomatique persiste entre Alger et Madrid suite aux volte-face espagnoles concernant le Sahara occidental. Après avoir rappelé son ambassadeur en Espagne, Alger demande des clarifications préalables avant d'envisager le retour de son représentant. Safwan Ben Sabri. Les relations algéro-hispaniques connaissent une période de turbulence découlant directement de la volte-face historique de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental.
Alger a exprimé son mécontentement vis-à-vis du virage du chef de gouvernement espagnol et conditionne le retour de l'ambassadeur algérien en Espagne à des clarifications préalables et franches de la part de Madrid. Le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid sera tranché souverainement par les autorités algériennes dans le cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire une confiance sérieusement abîmée sur la base de principes clairs, prévisibles et conformes au droit international. Alger accuse l'Espagne de légèreté déconcertante dans sa prise de parti et son alignement sur le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. L'Espagne, en s'alignant sur ce plan, laisse sous-entendre que sa position est en accord avec les résolutions de l'ONU. Il n'en est rien. Madrid a avancé cette remise au diapason des pays européens tels que l'Allemagne ou la France, sans prendre en compte son statut de puissance administrante qui lui confère une responsabilité morale et juridique particulière. En outre, l'Espagne est allée beaucoup plus loin que la France ou l'Allemagne tout en ayant un rôle historique plus important. En tentant vaille que vaille de fermer une crise avec le Maroc, l'Espagne en a ouvert une autre avec l'Algérie. Et la commission sahraoui contre l'occupation au Sahara occidental, ISACOM, a fermement condamné toute forme d'agression contre de nombreuses militantes sahraouis aux mains de la police d'occupation marocaine dans la ville occupée de Boujdour. Nouhed Belkhadem. L'ISACOM condamne fermement toutes les formes d'agression visant les femmes sahraouis. C'est dans une déclaration concernant 5 militantes que la commission sahraoui contre l'occupation au Sahara occidental a rapporté les faits survenus dimanche dans la ville occupée de Boujdour, où des militantes ont subi des agressions dans la rue. Il s'agit d'une escalade de violence orchestrée par l'occupant qui poursuit sa politique de vengeance et de terreur contre les Sahraouis qui luttent pour leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ces dernières semaines, l'ISACOM a indiqué avoir enregistré une multiplication des agressions contre la population sahraoui. Coups de matraque, coups de pied, tout est bon pour instaurer un climat de terreur. La répression marocaine n'a pas de limite. L'instance sahraoui réitère son appel à l'Organisation des Nations Unies pour mettre un terme à cette tragédie que subit le peuple sahraoui. Elle annonce par là même sa solidarité avec les prisonniers civils sahraouis en grève de la faim dans les prisons du Marzen marocain, appelant à leur libération. Et au Maroc, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, qui fait face à une gronde sociale sans précédent dans le pays, a tenté de s'expliquer devant les parlementaires hier. La crise socio-économique multidimensionnelle qui sévit dans le royaume est à l'origine de nombreux dysfonctionnements dans plusieurs secteurs économiques, comme n'ayant pas caché leur insatisfaction quant à la politique entreprise par leur gouvernement. Les parlementaires ont interpellé Akhnouch sur la baisse du pouvoir d'achat des ménages conjuguée aux pénuries au niveau de certains produits de première nécessité ou encore la hausse des dépenses énergétiques n'en finit pas de creuser le déficit budgétaire. Personne ne peut nier que nous traversons aujourd'hui une étape difficile. Nous faisons face aux conséquences de la guerre, de la pandémie, mais également celles des changements climatiques. Nous ne contrôlons ni le processus des crises, ni leur timing ou limite, et nous ne savons pas ce qui nous attend à l'avenir. Si certains dans d'autres pays ont une baguette magique, telles sont les conséquences chez nous. En Tunisie, 4 jours après le naufrage du pétrolier Djelo, transportant des tonnes de gazole à son bord dans la région côtière de Gabès, une enquête est en cours selon le ministère tunisien des Transports. Les autorités estiment pouvoir éviter une pollution majeure. La crainte d'une marée noire reste toujours d'actualité. Nariman Zekar. Une potentielle catastrophe écologique à éviter au plus vite. Le naufrage d'un pétrolier dans les eaux tunisiennes suscite l'urgence. C'est le début d'une course à la montre afin d'éviter toute fuite dans la mer Méditerranée. C'est au sud-est de la côte tunisienne, dans le golfe de Gabès, que repose l'épave du pétrolier Xelo, sous l'eau depuis samedi dernier. Une enquête a vite été ouverte dans le but d'élucider le mystère du naufrage, ainsi que d'étudier les risques d'écoulement des substances contenues dans le ventre du navire. Le cargo contient dans ses cuves l'équivalent de 750 tonnes de gasoil, une substance censée s'évaporer dans le cas de fuite. C'est une cargaison de mazout ou de gasoil, donc c'est très différent du fuel dans la mesure où le mazout est beaucoup moins dangereux et a tendance à s'évaporer assez rapidement.
Concernant l'étanchéité de la coque, nous pensons à l'heure actuelle qu'elle est encore étanche. Il n'y a pas eu de fuite pour le moment. Le ministre des Transports tunisien a également apporté plus de réponses, ajoutant que le document où figure le détail du chargement reste introuvable. Les risques de marée noire restent très faibles, les plongeurs n'ont pas trouvé de fissures sur la coque du bateau, aucune fuite n'est à recenser à ce jour. Les plongeurs de la Marine nationale tunisienne ont vérifié en priorité la coque du navire. Nous pouvons dire avec certitude et avant toute chose qu'il n'y a pas de fuite et que les cales du navire sont intactes. En route pour l'île de Malte en provenance du port de Damiat en Égypte, le bateau disparaît des radars pendant 24 heures puis réapparaît échoué à Gabès. Les mauvaises conditions météorologiques pousseront l'équipage à demander l'entrée sur le territoire maritime tunisien. Pour se mettre à l'abri en vain, le navire prend l'eau et coule. Unique oasis maritime en Méditerranée, Gabès représente l'une des plus importantes zones de pêche de la région. C'est aussi l'une des côtes dont l'équilibre environnemental est compromis par la pollution. Toujours sur le continent africain, un an vient de s'écouler depuis l'assassinat d'Idriss Déby Itno, homme fort du Tchad durant près de 30 ans. Si les circonstances de son assassinat restent encore entourées du voile du mystère, l'avenir de la transition proposée par son fils, qui prend le pouvoir le jour même de sa mort, semble scellé. Tinine Al-Makassi. La nouvelle est tombée comme un coup près, le 20 avril 2021. L'homme fort du Tchad, celui qui durant 30 ans dirige le pays d'une main de fer et allié privilégié des puissances occidentales, est mort assassiné au front. Pour rappel, le 11 avril 2021, en simultané de l'élection présidentielle, une nouvelle offensive rebelle des politico-militaires, plus exactement du FACT, est lancée dans les régions du Kamen, Tibesti et Borkou, et ce au nord-est du pays. Les protagonistes de cette rébellion contestent les élections présidentielles. Le même jour de son assassinat, son fils Mohamed Déby, général de 37 ans, est proclamé chef du Conseil militaire, une instance censée mener le pays à la transition. À noter que la communauté internationale, à leur tête la France, l'Union européenne, mais aussi l'Union africaine, ont accueilli favorablement cette nouvelle autorité tchadienne. Ils lui donnent 18 mois pour la période de transition. À peine arrivé au pouvoir, il dissout le Parlement et s'engage dans le projet pharaonique de la réconciliation nationale. D'ailleurs, depuis un mois, le prédialogue en vue d'entamer cette réconciliation a été lancé à Doha. Et c'est sans surprise qu'il peine à prendre forme. Les politico-militaires rejettent toutes les propositions du gouvernement. Cela dit, il semble que le temps joue contre Mohamed Déby, qui arrive à terme de la période de transition accordée par les instances internationales, mais aussi continentales. Direction l'Europe, guerre en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, accuse l'Occident de faire durer le conflit en Ukraine du fait des livraisons croissantes en Ukraine d'armes étrangères. Je vous propose de l'écouter. Les États-Unis et les États occidentaux qu'ils contrôlent font tout pour faire durer au maximum l'opération militaire spéciale. Les livraisons croissantes d'armes étrangères démontrent clairement leur intention, celle que le régime de Kiev se batte jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et Moscou qui déclare avoir mené une dizaine de frappes dans l'est du pays, semblant confirmer le début d'une offensive majeure de l'armée russe près de 2 mois après le début de la guerre en Ukraine. À l'aide de missiles de haute précision, les forces aériennes russes ont neutralisé 13 places fortes de l'armée ukrainienne, annonce le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. Pendant la nuit, des missiles de haute précision lancés par des forces aériennes russes ont neutralisé 13 places fortes des forces ukrainiennes, ainsi que des points de concentration des troupes et de matériel militaire près de la ville de Slaviansk, Barvankovo et Popasnaya. L'aviation tactique et militaire des forces aériennes russes a touché 60 installations militaires de l'Ukraine. 2 dépôts de missiles ont été détruits près des villes de Tchervonia, Poliana et Balakleia. Le début de l'offensive russe contre l'est de l'Ukraine a été annoncé la veille par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que je vous propose d'écouter.
Nous pouvons maintenant confirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, qu'elles préparent depuis longtemps. Une grande partie de l'armée russe est désormais dédiée à cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes amenés ici, nous nous battrons, nous nous défendrons, nous le ferons quotidiennement. Nous ne renoncerons à rien d'Ukraine et nous n'avons pas besoin de ce qui n'est pas à nous. Direction l'Asie du Sud, en Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée ce mardi contre une école pour garçons dans un quartier de Kaboul largement peuplé. Selon un premier bilan annoncé par la police afghane, ces explosions sont survenues à l'école Abdul Rahim Shahid dans un quartier de l'ouest de la capitale. Des attaques essentiellement revendiquées par une branche régionale de l'organisation terroriste Daesh. Nous vous le disions en titre au Pakistan, 10 jours après le renversement du Premier ministre Imran Khan, grâce à une mention de censure, le nouveau Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a nommé ce mardi un gouvernement conforme aux attentes, distribuant les gros portefeuilles entre les deux principaux partis membres de la coalition qui a renversé Imran Khan, la Ligue musulmane du Pakistan et le Parti du peuple pakistanais. Rim Bukhari. C'est un nouveau gouvernement conforme aux attentes. Parmi les 34 portefeuilles ministériels, la Ligue musulmane du Pakistan, parti dirigé par l'actuel Premier ministre Shehbaz Sharif, et le Parti du peuple pakistanais se taillent la part de lion. Ces deux formations longtemps rivales se sont ralliées en contribuant à la chute de l'ancien Premier ministre Imran Khan grâce à une motion de censure adoptée le 10 avril dernier par le Parlement. Imran Khan et son parti qui ne semblent pas encore avoir dit leur dernier mot dans cette affaire. Après la démission des députés du parti de Khan, le mouvement du Pakistan pour la justice de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre a promis de porter dans la rue le combat pour des élections anticipées. Des faits qui risquent de compromettre le travail du nouveau gouvernement, appelé surtout à réparer la relation avec l'Occident, endommagée sous le mandat de Khan. La visite de l'ancien Premier ministre en Russie de février dernier, la toute première rencontre entre les deux nations en plus de 20 ans, aurait aggravé son cas. Une visite qui est intervenue, pour rappel, sur fond d'escalade entre la Russie et l'Occident dans le contexte de la crise ukrainienne. À la veille de sa destitution, Imran Khan, dans un discours à la nation, avait à nouveau pointé du doigt la responsabilité des États-Unis, dénonçant une conspiration ourdie avec l'opposition visant à le renverser. Culture, musique, avant de clore cette édition, hier soir, l'Opéra d'Alger a vibré au rythme des chansons de l'un des plus grands chanteurs algériens, Lounis Ait Menguellet, le chantre de la chanson algérienne d'expression amazigh, a galvanisé le nombreux public venu rendre hommage aux poètes de toutes les générations. Amira Becha. Un des plus grands chanteurs et poètes philosophes algériens a fait retentir sa guitare hométique sur la scène de l'Opéra d'Alger. Lounis Ait Menguellet a régalé l'audience avec ses chansons emblématiques. Ces chansons, elles ont marqué plus d'une génération. Chantant l'amour, la vie, mais aussi la mort, Ait Menguellet a replongé son audience dans les souvenirs d'enfance. Ait Menguellet, c'est un grand poète. Un grand poète qui décrit très bien nos émotions, notre vécu, nos ambitions aussi. Ça a bercé mon adolescence et maintenant ma presque vieillesse, je dirais. D'avoir en face de soi son père qui te donne des conseils sur la vie, sur les racines, sur les valeurs de notre société toujours. On ne peut pas s'en empêcher de se brancher directement à 100% dans le concert, dans la chanson et de le voir toujours présent malgré l'âge et la fatigue qui se voit sur lui, mais c'est toujours un énorme plaisir de le voir parmi nous. Ait Menguellet continuera sa tournée nationale où il sera à Oran le 21 octobre et le 25 et le 26 à Tizi Ouzou. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zienne Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al24 News.